La cuisine était remplie de l'odeur épaisse d'un ragoût assaisonné de feuilles de laurier et de poivre, tandis que la bouilloire, encore chaude, exhalait son dernier souffle de vapeur. À travers la fenêtre, le lampadaire dessinait des points dorés vacillant sur les murs, comme si l'air lui-même tremblait d'attente. Dans la pièce voisine, mon plus jeune fils, enveloppé dans sa couverture, caressait distraitement les oreilles d'un lapin en peluche, ses petits doigts remuant dans un rythme endormi. J'ai doucement fredonné une berceuse, essayant de guider sa respiration vers un océan de calme. Cette nuit aurait dû être comme tant d'autres, paisible, prévisible, un refuge après un autre jour. Mais je ne savais toujours pas que, dans quelques instants, un coup à la porte arracherait cette paix comme un vent emportant des feuilles sèches. Le bruit de la clé qui tournait fort dans la serrure et les pas précipités dans le couloir me firent frissonner. J'ai quitté la chambre des enfants et j'ai retrouvé mon mari, non pas seul, comme d'habitude, mais accompagné de sa mère. La belle-mère, impeccable dans son manteau vert foncé, les cheveux attachés en un chignon sévère, les lèvres serrées en une ligne qui annonçait déjà le dédain. J'ai souri automatiquement, croyant qu'elle était venue, comme toujours, passer du temps avec ses petits-enfants pendant que j'étais confrontée à un entretien d'embauche le lendemain. Après tout, chaque mois, nous déposions immanquablement 30 000 roubles sur son compte, non pas par obligation, mais pour que vivre ne soit pas un fardeau pour elle. En retour, nous demandions si peu, une petite attention envers les garçons, un geste d'affection qui justifiait notre effort. « Bonsoir », dis-je doucement en remettant la bouilloire sur la cuisinière. « Demain j'ai un rendez-vous important au centre. Pourriez-vous rester quelques heures avec les enfants ? » Mes paroles sont sorties avec une confiance que je ne ressentais pas, après tout, ce n'était pas la première fois que nous concluions cet accord. Mais au lieu de l'habituelle vague d'indifférence, son visage se tordit en une grimace de dégoût. Les yeux se plissèrent et la voix traversa l'air comme une lame rouillée. « Je ne vais pas perdre mon temps avec ta progéniture. » Les mots me sont tombés dessus comme un seau d'eau glacée en plein hiver. Je restais paralysée, sentant ma poitrine brûler avec un mélange de douleur et d'humiliation. L'air de la cuisine semble épaissir, poisseux, presque insupportable. Mon mari restait immobile, les yeux fixés sur le sol, comme s'il essayait de devenir invisible. Elle n'a même pas levé les yeux pour me regarder ou pour confronter sa propre mère. Désolée, ma voix a tremblé, mais j'ai forcé les mots à sortir avec fermeté. Je m'en fiche, coupa-t-elle d'un ton mêlant fierté et mépris. Ces enfants ne sont pas les miens. Je ne vais pas perdre mon temps avec eux. J'en ai fait plus qu'assez pour toi. J'ai avalé difficilement, luttant contre les larmes qui brûlaient derrière mes paupières. Dans ma tête, des mois d'aide défilaient, des sacs d'épicerie apportés à votre porte, les nouvelles chaussures que nous avons achetées pour votre anniversaire, les médicaments, les factures payées, tout cela avec l'argent que nous transpirons pour garantir que votre vieillesse soit digne. Tout cela en échange de quoi ? Ce sont des petits-enfants, murmurai-je en la regardant dans les yeux. Je ne les appelle jamais ainsi, elle tordit ses lèvres dans un sourire cruel. Et tu devrais le savoir. Quelque chose en moi s'est craqué. Ce n'était pas seulement l'offense, c'était une trahison. Même un étranger aurait plus de compassion pour mes enfants que celui qui devrait les aimer inconditionnellement. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contenir la voix qui menaçait de se briser. Depuis la pièce voisine, mon fils aîné, attiré par la tension, a jeté un coup d'œil par la porte. Ses yeux passèrent de moi à elle, confus, jusqu'à ce que, sans comprendre ce froid, il se retourne, serrant fort son ours en peluche dans ses bras. Mon mari est resté silencieux. Ce silence criait plus fort que n'importe quel mot, c'était de la complicité. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil. La cuisine était silencieuse, mais mon esprit faisait toujours écho à ces paroles comme un marteau, « Je ne vais pas perdre mon temps avec ta progéniture. » Pendant que le café bouillait, je revivais chaque syllabe, chaque intonation empoisonnée. Quand les enfants sortaient jouer, je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Nous nous sommes assis dans le salon. Leurs rires dans la pièce voisine m'ont transpercé l'âme comme des couteaux. Ils n'étaient coupables de rien. Nous devons parler, commençai-je en forçant ma voix à rester ferme. Il se laissa tomber sur le canapé, but une gorgée de café et fit semblant de ne pas comprendre. À propos de quoi ? A-t-il demandé sans me regarder. De ce que tu as entendu hier et que tu n'as rien dit. Pourquoi ?
Il remua la tasse et soupira profondément. Tu sais comment elle va, murmura-t-il. Il a toujours pensé que le plus vieux n'était pas le nôtre. Cet aveu fut comme un coup de poing dans le ventre. Et le plus jeune? Ai-je demandé en sentant ma gorge se serrer. Ni l'un ni l'autre, il détourna le regard, et son silence confirma ce que je craignais déjà. À ce moment-là, j'ai compris, ce mépris n'était pas nouveau. C'était enraciné depuis des années, grandissant sournoisement à mesure que nous déposions de l'argent, achetions des cadeaux, payions des factures. Pour elle, ce n'était pas de la gratitude, c'était la commodité. Nous n'étions pas une famille, nous étions une banque. Nous ne lui avons pas seulement donné de l'argent, dis-je en le regardant dans les yeux. Nous avons payé les médicaments, les factures, nous l'avons emmené se reposer. Et en retour? Que? C'est comme ça qu'elle est, essaya-t-il de se justifier, comme si cela suffisait. Tu connais son chemin. Je me levai du canapé et me dirigeai vers la fenêtre. Le soleil du matin illuminait la cour où les enfants jouaient, libres, aimés. Ma belle-mère ne regarderait jamais mes enfants comme ça. Si nous gardons le silence, dit-il lentement, elle continuera. Et tu penseras que tout va bien. Il n'a pas répondu. Dans ce vide, je savais que la décision reviendrait à moi seule. 2 jours plus tard, j'ai rassemblé mon courage. Les enfants sont restés chez le voisin pendant que je me rendais chez ma belle-mère, un paquet de courses à la main, le dernier que je prenais. Elle ouvrit lentement la porte et son regard montra clairement que ma visite n'était pas la bienvenue. Qu'est-ce que c'était? Demanda-t-il sèchement, presque irrité. Il faut qu'on parle, je suis entrée sans attendre d'invitation. Nous nous sommes assis dans la cuisine. Elle croisa les bras, attendant. Nous avons décidé que nous ne transférerions plus 30 000 roubles chaque mois, dis-je calmement. Nous ne vous aiderons plus tant que vous ne changerez pas la façon dont vous traitez nos enfants. Ses yeux s'écarquillèrent. Est-ce du chantage? Cracha-t-elle, indignée. Ce n'est pas du chantage, l'interrompis-je. C'est une limite. Mes enfants méritent le respect. Si vous ne voulez pas les intégrer à votre vie, c'est votre choix. Mais n'attendez rien de nous. Pendant une seconde, je vis la surprise et la colère traverser son visage, mais il était déjà debout. Vous êtes ingrat, commença-t-elle, mais je ne la laissai pas finir. J'ai récupéré mon sac, je me suis dirigé vers la porte, avant de la fermer, je me suis retourné. La gratitude se construit des 2 côtés. La porte se ferma avec un clic sourd. Dehors, l'air était glacial, mais une étrange légèreté m'envahissait. Devant nous, une vie sans humiliation nous attendait. Je savais que ce ne serait pas facile, mais, pour la première fois depuis longtemps, j'en étais sûre, nous étions tous les 4 ma famille. Et personne, pas même le sang, n'avait le droit de nous mépriser.